Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler dans un rendez-vous galant de théorie monétaire. Franchement, ne le faites pas. Croyez-en ma longue expérience, c'est complètement contre-productif. Et c'est dommage, parce que la monnaie, c'est un sujet passionnant. Et la monnaie, c'est une institution qui connaît en ce moment même une transformation profonde, une transformation historique qui nous concerne tous. Vous savez qu'à travers les millénaires, les hommes ont utilisé toutes sortes de choses comme monnaie. Des coquillages, des pierres, des feuilles de tabac, des grains de maïs, des métaux précieux. Et aujourd'hui, l'essentiel de la monnaie est dématérialisé. Mais ce n'est pas tellement ça la particularité de notre époque. La particularité de notre époque, c'est que la monnaie est devenue très facile à produire. Et peut-être trop facile. Est-ce que vous savez comment est produite la monnaie aujourd'hui ? Essentiellement à travers le crédit bancaire. Puisque les banques ont le droit de produire, de prêter plus que ce qu'elles ont en réserve. Les banques ont le droit de prêter plus que ce qu'elles ont en réserve. Et comment accomplissent-elles cette prouesse, ce miracle ? En créant de la monnaie. De la monnaie qui est créée à partir de rien, ex nihilo. Alors bien sûr, elles le font dans des conditions qui sont encadrées par la puissance publique, Parlement, gouvernement, banque centrale. Mais justement, le fait que la monnaie soit aussi facile à produire, aussi peu coûteuse à produire, crée pour la puissance publique une tentation presque irrésistible d'autoriser une création monétaire massive, notamment à son profit, pour compléter ses ressources au-delà de ce qu'elle peut obtenir par son moyen de financement habituel, qui est l'impôt. Et quand la monnaie était liée à un objet matériel, à une ressource physique, il y avait donc une limite naturelle à la quantité de monnaie qu'on pouvait raisonnablement créer. Mais cette limite, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et il se trouve que ces dernières années, on a créé de la monnaie dans des proportions astronomiques, extravagantes. Et ça commence à poser des problèmes. D'abord, ça dilue l'épargne des gens qui ont travaillé et qui ont mis de l'argent de côté. Donc ça dissuade l'épargne, ça encourage la consommation, et donc ça favorise la société de consommation. Deuxièmement, ça crée une économie de la dette. Tous les acteurs sont endettés. Ça donne un pouvoir particulier aux acteurs financiers, ça financiarise le capitalisme. Troisièmement, ça perturbe le fonctionnement de l'économie parce que ça crée des cycles économiques artificiels. Et puis, surtout, ça crée de l'inflation des prix, qui est profondément antisociale. Parce que d'un côté, la hausse des prix sur les marchés d'actifs, immobiliers, actions, avantage les détenteurs de ces actifs, les classes aisées, ceux qui ont pu s'endetter pour acheter un appartement, des actions. Mais de l'autre côté, la hausse des prix des biens de consommation pèse sur le pouvoir d'achat des plus modestes, des gens qui ont des revenus modestes. Et puis, à tout cela s'ajoutent des questions qui se posent sur ce système monétaire dans lequel nous vivons. D'abord, des questions politiques. Est-ce que vous avez voté pour ça ? Est-ce que la politique monétaire a fait l'objet d'un débat lors des dernières élections ? Est-ce que les banquiers centraux sont responsables devant les électeurs quand ils font des bêtises ? Est-ce que c'est bien satisfaisant d'un point de vue démocratique ? Et puis, des questions techniques. Est-ce qu'il est normal qu'on ne puisse pas faire de micro-paiements sur Internet ? Est-ce qu'il est normal qu'un virement bancaire international prenne plusieurs jours et que parfois il faille même signer un papier ? Technologie du Moyen-Âge. Est-ce que c'est bien satisfaisant à l'heure d'Internet où tout est instantané ? Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Et beaucoup de gens commencent à perdre confiance dans les monnaies officielles et dans notre système monétaire. Ils se demandent combien de temps il pourra tenir comme ça. D'autant plus que depuis une dizaine d'années, il y a une solution alternative qui est en train d'émerger. Une nouvelle forme de monnaie qui est en train de prospérer et qui propose de répondre à ces problèmes et de répondre à ces questions. Ce sont les crypto-monnaies. Leur particularité, c'est de fonctionner sur Internet de manière décentralisée, sans organisme central et sans tiers de confiance.
La plus connue, c'est toujours le Bitcoin, c'est la plus ancienne, et c'est toujours la plus valorisée d'un point de vue financier. Alors le Bitcoin, il suscite de sacrés fantasmes. Pour certains, c'est une occasion de devenir riche rapidement, sans effort. Pour d'autres, c'est une créature maléfique, c'est le mal incarné. Il faut s'en méfier, le réguler et si possible le détruire. Qu'est-ce que c'est fondamentalement le Bitcoin ? C'est de l'or numérique. Si vous détenez vos codes de Bitcoin, personne, je dis bien personne, ne peut vous saisir vos Bitcoins sans votre autorisation. Comme une pièce d'or dans votre poche. Et puis, il y a un nombre limité de Bitcoin qui est prévu. Tout comme il y a un stock d'or physique qui est limité sur Terre. Personne ne peut créer plus de Bitcoin que ce qui est prévu par le protocole informatique. Et c'est ça la prouesse technique absolument étonnante de la technologie Bitcoin. Un objet numérique non duplicable, rare. Et cette rareté relative, évidemment, elle le rend apte à conserver de la valeur dans le temps, voire à prendre de la valeur. Comme l'or. Surtout par rapport aux monnaies officielles qui, en ce moment, sont en train d'être créées sans limite. Alors, en même temps, moi, je ne suis pas là pour vous conseiller d'acheter du Bitcoin. Il faut bien s'informer avant de le faire. Mais le problème, c'est que c'est un sujet sur lequel il y a énormément de désinformation. Toutes les technologies les plus révolutionnaires, les plus radicalement nouvelles, ont toujours mis beaucoup de temps à être comprises et acceptées des observateurs et des acteurs du monde ancien. On l'a très bien vu avec Internet, et c'est évidemment encore plus le cas pour un sujet aussi sensible que la monnaie. Prenons quelques exemples. On parle parfois de monnaies virtuelles qui ne reposent sur rien. Mais quelles sont-elles, ces monnaies virtuelles qui ne reposent sur rien ? Est-ce que ça n'est pas l'euro ? Est-ce que ça n'est pas le dollar ? Puisqu'on a vu tout à l'heure que les monnaies officielles étaient créées à partir de rien. Alors, cela dit, c'est sans doute vrai de beaucoup de crypto-monnaies. Il faut être lucide là-dessus. Beaucoup d'entre elles, si ce n'est la plupart, sont des arnaques. Mais je ne crois pas que ce soit vrai du Bitcoin. Le Bitcoin, sur quoi repose-t-il ? Avant d'être une monnaie, c'est un dispositif informatique qui est composé de milliers d'ordinateurs, c'est très physique, qui consomme de l'énergie, c'est très physique, et dispositif qui rend un service totalement nouveau, qui n'existait pas, qui n'était pas possible avant l'existence du Bitcoin, qui est de conserver et de stocker de la valeur sur Internet sans tiers de confiance, sans risque de censure, c'est-à-dire sans que personne ne puisse interrompre et censurer la transaction. Ça, c'est totalement nouveau. C'est un service nouveau. Et la monnaie Bitcoin repose sur ce dispositif. Elle tire sa valeur de la valeur que chacun peut attribuer à ce dispositif. Donc, en d'autres mots, dire que le Bitcoin ne repose sur rien, c'est une affirmation qui elle-même ne repose sur rien. Deuxième exemple, le sujet de la consommation énergétique. Le Bitcoin, pour fonctionner, nécessite une forte utilisation d'électricité. Pour alimenter ces ordinateurs qui font des calculs cryptographiques intense, mais cette utilisation d'électricité, elle est utile, puisqu'elle permet de sécuriser ce réseau. Par ailleurs, elle est de moins en moins carbonée. Aujourd'hui, 60% de l'électricité consommée par le Bitcoin provient d'énergies renouvelables. Cette proportion augmente et il y a même de plus en plus de cas où l'industrie du Bitcoin rend viable économiquement des unités de production d'énergie renouvelable qui ne seraient pas rentables sans le Bitcoin. Vous voyez que, contrairement à ce qu'on entend, à l'idée reçue, le Bitcoin, le système Bitcoin est en train de devenir un atout pour la transition écologique. Autre aspect, la volatilité. C'est vrai qu'à court terme, son prix varie énormément. Il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. C'est un inconvénient. Mais c'est un inconvénient qui est transitoire et qui est parfaitement compréhensible. Dans cette phase de transition où nous sommes, le marché n'a pas encore trouvé de prix d'équilibre pour cette chose si nouvelle, si difficile à appréhender qu'est le Bitcoin. Mais mécaniquement et logiquement, si l'adoption et la hausse du cours à moyen terme se poursuivent, normalement, la volatilité devra diminuer. Dernier exemple, l'argent du crime. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la monnaie dans laquelle se font les trafics internationaux ? Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Le dollar.
l'euro dans des proportions écrasantes. Un petit peu le Bitcoin aussi, mais dans de toutes petites proportions. Et pourquoi? C'est très facile à comprendre. Sur le réseau Bitcoin, une transaction est traçable facilement par des moyens de police massifs, consacrés, orientés sur des transactions suspectes. Donc vous voyez à travers ces exemples que la réalité est très éloignée de l'image anxiogène et péjorative qu'on reçoit des médias. La réalité, c'est quoi? La technologie du Bitcoin se renforce, il est en train de surmonter ses limitations initiales, l'adoption du Bitcoin se renforce. Dans le monde entier, des dizaines de millions de personnes font le choix de détenir du Bitcoin pour se protéger contre l'inflation des prix et pour se protéger contre l'arbitraire dans les régimes autoritaires. De grandes entreprises décident de placer une partie de leur liquidité en Bitcoin pour se protéger de l'inflation. Des États commencent à adopter officiellement le Bitcoin comme monnaie nationale. Et vous voyez que si cette évolution se poursuit, mais ce sera un événement historique majeur. Ce sera un événement comparable à l'émergence d'Internet qui pourrait changer beaucoup de choses, qui pourrait peut-être rendre notre économie plus prospère, plus juste, plus efficace, plus saine, peut-être moins polluante que notre économie actuelle qui est fondée sur la dette, l'inflation, la surconsommation. Peut-être que ça favoriserait davantage de souveraineté des individus face aux excès de certains États ou de certaines grandes entreprises, GAFA, grandes banques. En tout cas, c'est mon impression. Mais finalement, à la limite, peu importe mon opinion. Ce qui compte, c'est que vous fassiez une opinion sur ce sujet. Parce que l'avenir de la monnaie, les transformations actuelles de la monnaie, concernent votre prospérité et celle de vos enfants, vos libertés et celles de vos enfants, le type de société dans lequel vous aurez envie de vivre. Alors saisissez-vous de ce sujet de la monnaie. Ne vous laissez pas imposer des solutions toutes faites, notamment par les experts du monde ancien, les banquiers, les politiciens, les économistes, les journalistes. Et si vous faites cet effort de vous approprier ce sujet de la monnaie, vous vous rendrez compte que, contrairement à l'image qu'on peut avoir a priori, c'est un sujet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus crucial, beaucoup plus central, et même beaucoup plus exaltant. Pourquoi pas aussi plus glamour? Plus glamour. Bon, vous êtes d'accord, je vais l'ajouter sur mon profil Tinder.